Julien Sabéné, donc tu es le directeur du CESA, le Centre d'études stratégiques et aérospatiales. Et pourquoi je parle de mémoire? Parce que tu viens du moins le CESA vient de sortir, alors moi aussi je l'ai apporté, une nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, peut-être qu'avant de nous expliquer pourquoi il était nécessaire de faire une nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace, il faudrait expliquer ce qu'est le Centre d'études stratégiques et aérospatiales, le CESA, qui est relativement récent. Alors pas du tout. Ah, mais alors c'est en direct. C'était non. Alors je te mets 100 balles. Non, on a repris le nom CESA que nous avions en 1945. Ah ben bien sûr. Voilà, il y a eu CERPAT là. Le Centre d'études stratégiques et aérospatiales a été renommé, mais il a été fondé juste après la guerre parce que c'était important pour les aviateurs de pouvoir étudier, réfléchir. Qu'est-ce que c'est que le fait aérien? Je rappelle que c'est relativement récent, hein, c'est du siècle passé. Et donc nous sommes dans la réflexion à la fois derrière, c'est-à-dire d'où on vient, et là on parlera un petit peu du livre parce que on a un patrimoine aéronautique, et je suis obligé de le dire, je sais que je suis entre passionnés, on est assis sur une mine d'or, on ne l'exploite pas. L'aviation, elle est née en France, et si nous, Français, ne le disons pas, personne d'autre ne le dira pour nous. Et on a partout, Bron en est un excellent exemple, des lieux qui ont de patrimoine symbolique, qui ont connu l'apogée de l'aviation. Et donc on est dans ce travail-là au CESA, mais on est aussi dans la préparation de l'avenir, en regardant ce qui se passe, notamment au niveau géopolitique bien sûr, les différents conflits, et surtout il faut avoir un coup d'avance, parce que nous sommes payés pour assurer la défense du pays. Et donc nous, au CESA, on prépare la copie au profit des états-majors, de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et on est aussi dans la réflexion, dans le lien armée-nation. On dira peut-être 2 mots tout à l'heure, mais une guerre, ça se gagne aussi lorsque toute la société soutient le projet. Alors, le titre du livre, dont je vais vous remontrer la couverture, parce que j'avais deux questions sur la couverture. Alors attends, je vais le faire. Hein. Le titre, donc, une nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace. En quoi est-elle nouvelle? Qu'est-ce que cet ouvrage apporte de nouveau? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, le précédent ouvrage qui avait été écrit, qui était assez inclusif sur l'armée de l'air. L'armée de l'air et l'espace, c'est récent. Ça a un peu plus d'1 an. Déjà, on reviendra dessus. Déjà, ça justifie un livre à lui-même. Mais le précédent ouvrage datait de 1980. C'était les éditions Lavozelle. Un ouvrage qui était d'ailleurs illustré par un magnifique Langelet, qui m'a montré 2 Mirage F1 en montée post-combustion allumée. Langelet, peintre de l'air et de l'espace. Donc, peintre de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, on a 39 peintres de l'air et de l'espace. Et là, pour celui-ci, on a choisi de les illustrer, non seulement par la couverture, mais également à l'intérieur. Vous avez 25 tableaux de peintres de l'air et de l'espace. On a choisi de l'illustrer avec un peintre d'aujourd'hui, Olivier Montagnier, et on a repris le clin d'œil au Lorraine avec un Rafale. Oui, on est passé du Mirage F1 au Rafale, nouveau matériel, qui est sur le point de ravitailler sur un MRTT 330, donc Phoenix. Ça, c'est un nouveau matériel, et depuis donc 1980, l'armée de l'air, elle a connu l'armée de l'air et de l'espace, outre un nouveau nom, elle a connu beaucoup de conflits. Elle n'a jamais été aussi aguerrie. On a bien sûr connu 1991, la guerre du Golfe, avec des constats qui sont faits, la nécessité d'adapter à la fois nos matériels, mais également la façon de s'entraîner, et que de chemin parcouru. Et notre idée était ici avec cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif. C'est pas une personne qui a écrit, c'est 56 contributeurs différents. La plupart sont docteurs ou doctorants. Tous d'ailleurs, qu'il s'agisse des auteurs comme des peintres. Il y a 16 peintres de l'air et de l'espace qui sont représentés ici, ont choisi de céder leurs droits à la FOSA, la Fondation des œuvres sociales de l'air, parce qu'on voulait faire aussi un geste. Et donc, vous avez en 8 chapitres toute l'histoire de l'armée de l'air et maintenant l'armée de l'air et de l'espace. Et on remonte avant 1934, avant la création officielle. On remonte en 1909, lorsqu'on achète le ministère des Armées achète les premiers avions militaires. Je vous rappelle que c'est en France que le premier avion a volé, c'était Eolk, les Mandais en 1890, 13 ans avant les frères Wright, et nous serons dans les premiers pays à nous intéresser à la chose aérienne pour les militaires. Et donc là, vous avez 8 chapitres qui retracent cette histoire, et ce qu'on voulait faire, dans sa forme comme dans le fond, on voulait être accessible au plus grand nombre.
moi, je me rappelle très bien du précédent. Donc, dans les années 80, j'étais plus jeune et j'étais pas encore dans l'armée de l'air. Et ça m'avait vraiment passionné, cette histoire. Et ça a certainement mis le pied à l'étrier. Et donc, l'idée, c'était de toucher à la fois les gens qui sont des experts, parce que ce sont des pointures qui ont écrit, mais aussi des jeunes qui veulent découvrir l'aviation, avec donc beaucoup d'illustrations. Vous avez 750 photos, tableaux, et la plupart sont inédits. Ça aussi, c'est intéressant pour les passionnés, quelques annexes, etc. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque chapitre, il y a énormément d'entrées différentes, beaucoup d'encadrés, des cartes, des tableaux, des choses comme ça, qui fait qu'il y a différents niveaux de lecture aussi. Exactement. Tu peux, aujourd'hui, les gens aiment l'immédiateté, tu peux le lire, tu peux le parcourir à 30 000 pieds, Mach 1.8, ou tu peux rentrer à 500 pieds sol, ensuite terrain, voire passer en mode Vélis électro, où là, tu rentres dans le détail. Non, on voulait vraiment toucher le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a fait, et là c'est une coédition, je voudrais citer le partenaire, le coéditeur, les éditions Pierre de Taillac, qui ont vraiment fait un remarquable travail. On a tiré les prix là-bas, mais pas la qualité. C'est 480 pages en quadrichromie à 29,90. Donc on voulait que vraiment le gamin qui est passionné, qui met un peu d'argent de côté, il peut se l'acheter et il découvre notre histoire. Mais il y a aussi pour les gens qui ont une passion de longue date et qui veulent un bel ouvrage, une deuxième version, un peu plus onéreuse, qui est à 89 €, qui est en 2 volumes, qui te permet d'avoir 2 couvertures supplémentaires dans un coffret, toujours d'Olivier Montagnier. La première nous montre, c'est Navarre, la sentinelle de Verdun, sur son Nieuport, qui fait sa fameuse attaque de dos. Et la deuxième montre un Mirage 4 en alerte, la prise d'alerte en 1964. Et cet ouvrage-là, si vous l'achetez avant le 14 juillet, en précommande chez De Taillac, vous pouvez l'avoir à 69 € en précommande. Mais tu vends bien, le vends bien parce que tout l'argent qu'on récolte, tous les droits d'auteur vont à la COSA, et je pense que c'est une bonne œuvre. Alors, général et commercial. Avant ma deuxième question, s'il vous plaît, sur la couverture, un rappel quand même, les frères Wright sont à l'origine du premier vol piloté. The First Control Flight. Bien sûr. La polémique est lancée. Non. Mais dès la deuxième émission, on a déjà une polémique. Non, il n'y a pas de polémique. Il faut savoir reconnaître, mais aller de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai eu la chance de servir dans les Air Force 3 ans et je m'entends très très bien avec mes camarades américains, mais une chose est sûre, c'est que notre histoire n'est pas connue. D'ailleurs, ce livre, on va le traduire en anglais pour faire connaître cette histoire. Maintenant, je vous ferai juste remarquer, vous me dites si je suis à côté de la plaque, que lorsque les frères Wright ont fait voler leur avion, où est-ce qu'ils sont venus après pour promouvoir l'aviation? Ils ne sont pas restés aux États-Unis. Ils sont venus en France, ils ont même commencé au Mans, avant d'aller à Pau. Première école à Pau, c'est ça? À Pau, ouais. Et je crois même au Mans. Ils se sont mis à côté d'un constructeur de mémoire. Hein. Et donc, ça prouve que ici, le terreau était vraiment fertile. Je rappelle que l'Aéroclub de France est le premier et le plus ancien, 1898, parce qu'il y avait ici une vision. Et lorsque l'aviation militaire française finit la Première Guerre mondiale, c'est la première du monde. Bon, après, il y a eu des évolutions, il y a eu 1940, etc. Mais l'aviation a une histoire très très riche et il me semblait important pour nous de remettre l'église au milieu du village et de parler de cette histoire très intense. Très bien. Alors, sur la couverture, le ravitailleur a une place importante, pour ne pas dire majeure. Est-ce qu'on peut remontrer la bien couverture, sûr. que je trouve vraiment superbe. Quelle importance aujourd'hui pour les ravitailleurs? Est-ce qu'ils sont plus importants aujourd'hui qu'il y a quelques années, quelques décennies? Alors tout est toujours relatif, ça dépend des profils, ça dépend des missions. Je ne vais pas vous faire le listing des particularismes de nos missions structurantes. Dans nos missions structurantes, on en a 2 principales, qui sont la dissuasion. La dissuasion, c'est d'aller porter le feu nucléaire si notre adversaire a franchi nos lignes rouges. Et nous avons la protection du ciel, la police du ciel. Dans les 2 cas, un aéronef, ça consomme du kérosène, mais pour aller plus loin, il faut le ravitailler en vol. Pour rester en l'air, pour protéger un site, il faut le ravitailler en vol. Donc le ravitailleur est important. Lorsqu'on a constitué la force de dissuasion et on a commencé par le volet aéroporté, on a commencé par le Mirage 4, le magnifique Mirage 4. On est en 1964 pour la première crise d'alerte. Eh bien, il fallait aller porter la bombe, qui était gravitationnelle. On était avant les missiles de croisière à statoréacteurs d'aujourd'hui. Eh bien, nous avions acheté des C-135 FR, F au départ, puis FR lorsqu'ils ont été remotorisés. Donc des avions américains
quel chemin parcouru? Aujourd'hui, on a le meilleur avion ravitailleur au monde, c'est le 330 MRTT. Et avec lequel, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais avec lequel il y a toujours ce projet d'être capable d'envoyer 20 Rafales aux antipodes en 48 heures grâce à une flotte de Phoenix, 10 Phoenix, je crois, si le Exactement. C'était l'objectif fixé par notre chef d'état-major précédent, Gérard Lavigne, c'était 20 Rafales, 10 Phoenix, 20 000 km, 48 heures. Eh bien, on a commencé à mettre à lancer l'aventure, puisque l'été dernier, nous avons, dans le cadre d'un exercice qui s'appelait EFARA, déployé en moins de 48 heures 3 Rafales avec 2 MRTT en Polynésie française. Donc on s'inscrit dans cette logique et ça élargit et ça permet à l'armée de l'air et de l'espace de devenir un acteur global. À la fois parce qu'il est dans l'armée de l'air et de l'espace, il y a l'espace et là on est sur le monde entier, mais c'est aussi parce qu'on a maintenant cette capacité à se déployer très vite. Donc une empreinte minimale, mais cette capacité, s'il faut porter le feu quelque part, d'amener nos moyens, d'amener les moyens. Et lorsque je vous citais FARA, c'était pas juste pour le plaisir de voler au-dessus de la Polynésie, c'était pour arriver avec des missiles de croisière et simuler une attaque sur un objectif défendu à l'autre bout de la Terre. Alors, armée de l'air et de l'espace, donc cette composante additionnelle a été annoncée officiellement en 2019, lancée officiellement par la ministre de l'époque, Florence Parly, ministre des Armées, à Lyon-Montverdun, d'ailleurs pas très loin d'ici, en 2019. Où en est l'intégration de la composante spatiale? Alors, nous avons maintenant un commandement de l'espace qui est dirigé par un général qui est le général Friedling. Ce commandement de l'espace a ses installations disséminées un petit peu en France, mais principalement, on va dire, sur Paris. Il va migrer progressivement sur Toulouse pour être au contact avec l'écosystème spatial. La France aussi, dans le domaine spatial, a une place de choix. Et il y a une telle dualité dans le domaine spatial qu'il est pertinent d'avoir côte à côte. Donc NES, commandement de l'espace, et on est sur une montée en puissance qui va se poursuivre. Après, on s'inscrit aussi dans une logique de coopération européenne. Ce sont des programmes qui sont onéreux et que l'on ne peut pas porter sur nos seules épaules. Et la démarche, c'était aussi une déclinaison. Tout à l'heure, vous parliez de Lyon-Montverdun. Nous avons la chance d'y avoir le nœud stratégique en termes de commandement et de contrôle, donc de centre de commandement. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire une opération d'envergure sans qu'il y ait un volet espace. Et donc, nous avons un nouveau centre qui s'appelle CAPCO, le centre air de planification et de conduite des opérations, qui est tout neuf, qui est au Lyon-Montverdun, et qui nous permet de conduire des missions, ce qu'on appelle multimilieu, multichamp, c'est-à-dire qu'on a une couche d'aérien, mais on a aussi une couche d'espace, une couche de cyber, une couche d'informationnel, etc., depuis Lyon-Montverdun, en temps réel et sur le monde entier. Et il y a eu des exercices, dont le dernier, je crois, était au mois de février-mars, des exercices Astérix. Voilà. Astérix. Voilà, c'était la deuxième édition. La deuxième édition d'un exercice mené depuis Toulouse, qui était ouvert à nos partenaires étrangers. On travaille bien sûr très proche des Américains, mais aussi avec des partenaires européens, et qui a été un plein succès, et qui permet à chaque exercice, on poursuit, vous parlez d'intégration. C'est très important pour les aviateurs d'intégrer des effets. Surtout face à l'environnement actuel, on parlera peut-être tout à l'heure de l'Ukraine, face à des adversaires qui se protègent, il faut synchroniser des effets et un seul volet, le seul volet aérien ne suffit plus, donc il faut combiner aérien, spatial, cyber, etc. Donc oui, cet exercice participe à cette montée en puissance. Alors, tu parles de l'Ukraine, il est intéressant là, de voir... Tu parlais aussi un peu plus tôt qu'une des missions du CESA, c'était le retour d'expérience. Oui. L'Ukraine, c'est une guerre donc, qui a débuté il y a un peu plus de 100 jours. Est-ce que vous avez déjà analysé le déroulement d'une guerre comme ça et la réponse qu'une armée conventionnelle comme l'armée de l'air peut répondre Alors, simplement, je me permettrais en préambule de dire l'armée de l'air et de l'espace, le 24 février, les Russes attaquent l'Ukraine. Dans la foulée, nous contribuons à la montée en puissance de l'OTAN pour protéger son flanc est avec des chasseurs qui décollent de Mont-de-Marsan, des Rafales, pour aller protéger donc la Roumanie, la Pologne, etc. Puis on va déployer des moyens dans les pays baltes aussi pour les protéger. Donc ça, déjà, ça c'est dans notre mission de protéger les Français sur le territoire national, mais aussi à la distance qui va bien. Ensuite, nous, effectivement, il y a un retour d'expérience. Alors, on le partage. C'est pas une mission qu'on arrive à couvrir tout seul. On est trop petit, on est trop peu nombreux. Mais nous, on s'occupe du volet, on va dire, source ouverte. C'est-à-dire que ce qui nous permet d'être inclusif
d'aller discuter avec d'autres acteurs, étrangers notamment, pour essayer d'avoir ce qu'on appelle le retour d'expérience niveau haut, niveau big picture, hein, excusez-moi cet anglicisme, donc niveau macro, sur ce qui s'est passé, et ça a été très intéressant de voir comment un pays, alors qu'il y a un différentiel fort dans les forces entre l'Ukraine et la Russie, sur le papier, tout le monde dirait ça va plier en 3 jours. Pas du tout. Les Ukrainiens nous ont impressionnés. Alors, est-ce qu'il y a eu des erreurs côté russe? Sans doute. Je pense qu'il y a eu une surprise que les Ukrainiens résistent et qu'ils ne soient pas accueillis en libérateur. Donc eux, les Russes, c'est très structuré, ils avaient un plan, ils l'ont déroulé, il n'a pas fonctionné, et les Ukrainiens ont été extrêmement agiles. Donc l'agilité, on retrouve un peu ce qui est dans l'ADN des aviateurs. Ils ont notamment, tu en as certainement parlé dans Aerobus, mis en place une petite équipe à base de quads et de drones, de drones du commerce, qu'ils ont équipés avec des munitions, des sous-munitions. Ils ont réussi à neutraliser la fameuse colonne des 60 km parce qu'ils ont eu l'agilité, ils ont eu une force d'initiative que les Russes n'avaient pas. Après, sur la grande leçon pour nous, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, surtout on ne fait pas la guerre si on n'a pas la supériorité aérienne. Si on perd la supériorité aérienne, on perd la guerre rapidement. Et là, les Russes avaient une petite campagne au départ pour essayer de l'acquérir, mais elle n'était pas suffisante. Et ils n'ont jamais complètement récupéré. Et là, ils en payent le prix aujourd'hui. Alors, on a demandé à Jean-Luc Charon de rester parce que la Fédération française aéronautique et l'armée de l'air et de l'espace ont des relations étroites depuis longtemps. Voilà, et anciennes. Et elles sont de quelle nature, ces relations, aujourd'hui? Alors, au-delà du fait qu'elles sont excellentes, il faut donner des exemples concrets. Mais je voudrais, par exemple, tu vois, beaucoup d'aviateurs, on vient du monde de l'aéroclub. Moi, j'en suis un exemple, comme beaucoup de mes camarades. Et je sais ce que je vois, au passage, lorsque j'avais une quinzaine d'années. J'ai d'abord appris chez les civils, et c'était structurant pour la suite, pour me permettre d'être mieux préparé pour assister... pour après réussir mon parcours chez les militaires. Aujourd'hui, il est important qu'on ait un contact de qualité avec la jeunesse. Et les valeurs de l'aviateur, elles sont assez universelles. Il y a bien sûr un aspect militaire pour nous, mais il y a des choses qu'on retrouve sur l'agilité, sur le dépassement de soi, mais il y a aussi la solidarité, etc. Et on a, au travers de plusieurs programmes, des liens forts avec la FFA. Je vais en prendre 2, plus particulièrement. Le BIA, c'est une success story incroyable. Le brevet d'initiation aéronautique. Le brevet d'initiation aéronautique. En gros, c'est des gamins qui ont autour de 16 ans. Un peu moins, même, un peu moins. Pour certains, un peu moins. Autour de 16 ans. Autour de 16 ans. Moi, je parle en connaissance de cause, le mien le fait à 16 ans. Et j'ai vu le résultat assez impressionnant. C'est-à-dire que c'est des gamins qui vont apprendre ce que c'est que l'aéronautique. On va les initier et à la fin d'une année, ils vont pouvoir faire un vol de découverte. Et tout ça, ça se fait en excellent partenariat, en lien étroit avec la FFA. 30% environ de ces BIA sont réalisés par des aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace. Après, nous avons une autre initiative, un projet qui s'appelle les escadrilles à jeunesse. En gros, c'est les scouts de l'air. On en a 500 aujourd'hui, répartis sur 13 escadrilles, sur nos bases aériennes principalement. Et on a vocation à grossir. Alors, c'est quelque chose qu'on doit, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit aux étrangers? On doit aux Britanniques. Les Air Cadets, eux, ça date de 1941. Et ils en ont jusqu'à 50 000 aujourd'hui. Nous, on est à 500. On a encore une marge de progrès. Et notre objectif, c'est en 2 ans, passer de 13 à 31 escadrilles et passer de 500 à peu près 1800. Et il nous a semblé pertinent, au-delà des vols qui sont assurés à la fin du BIA, de creuser, et là on est en discussion très étroite et très prometteuse, sur le fait de faire voler ces équipiers, on les appelle des équipiers, nos jeunes scouts, sur des avions électriques pour leur faire découvrir l'aviation, tout en répondant à leurs attentes par rapport à l'environnement, etc. Et là, on s'est vraiment appuyé sur la démarche avant-gardiste de la FFA, qui nous a préparé le terrain pour nous. Et donc, c'est un partenariat qui répond à tes attentes, Président? Oui, bien sûr, mais le général Sabéné a tout dit. Je suis sûr que tu vas trouver quelque chose à ajouter. Je te connais un peu. Non,
c'est quelque chose d'ambitieux, c'est quelque chose de novateur pour l'armée de l'air et de l'espace. Ça a une dimension extrêmement importante par rapport aux jeunes. Ça a une dimension extrêmement importante par rapport au public, parce qu'il s'agit de montrer que, aussi bien nous, aviateurs civils, que aviateurs militaires, nous travaillons à des éléments de transition énergétique. Pour l'armée de l'air, effectivement, cette transition énergétique ne peut pas porter sur les modules, sur les vecteurs utilisés pour la défense, mais ça peut porter sur son action envers les jeunes, ça peut porter sur son action de formation. On va peut-être aussi discuter un jour de ce volet-là. Je crois que ce qu'a fait l'ENAC conduit effectivement tous les gens qui ont des écoles de pilotage, y compris des écoles de pilotage professionnelles, civiles ou militaires, à réfléchir à ce sujet. Et donc nous, dans la mesure où nous pouvons participer à cette discussion, ça fait partie de notre mission également je dirais, d'engagement citoyen, que de participer à cette réflexion. C'est sur le point d'aboutir à des escadrilles Chanel. Je ne désespère pas qu'on réfléchisse aussi sur les éléments de formation, parce que les liens sont extrêmement étroits. Alors je me permets de faire remarquer qu'en ce qui me concerne, j'ai appris à piloter à la fois avec des bourses de l'État, la Direction Générale de l'Aviation Civile, mais aussi à l'époque avec des bourses de l'Armée de l'Air. C'était une autre époque, c'était dans la fin des années 60. Oui, voilà, un petit peu plus haut. Voilà. Et ce que nous allons faire avec l'armée de l'air est dans la droite ligne de ce qui s'est toujours fait, c'est-à-dire une coopération extrêmement étroite entre le milieu de l'aviation civile et le milieu de l'aviation militaire. Eh bien, la conclusion, on va revenir. Oui, vas-y. J'avais une question complémentaire sur ce que j'ai compris être un des leitmotifs de l'armée de l'air et de l'espace. Il y a un peu plus d'un an, j'ai visité la base aérienne de Saint-Dizier, donc une base où on peut voir ou deviner le couple Rafale ASLPA, le missile nucléaire. Et on ne m'avait jamais si bien expliqué que lors de cette visite, le motif de la crédibilité, maintenir sa crédibilité. Aujourd'hui, dans un contexte géopolitique qui a changé depuis, qui est tendu, qu'est-ce que ça change, ce contexte, que change ce contexte dans la façon de maintenir sa crédibilité? Alors déjà, ça met en avant le fait qu'on n'apprend pas du jour au lendemain à être crédible. Donc nous, vous parliez de Saint-Dizier, c'est une base structurante pour la dissuasion. Nous y avons nos 2 escadrons de Rafale biplace, porteurs, si nécessaire, de l'arme nucléaire, et on a besoin de s'entraîner. Donc on s'entraîne par des opérations régulières qu'on appelle poker, qu'on vous a certainement présenté. Il y en a 4 par an. Si on ne savait pas, déjà, des pays capables de faire poker, c'est-à-dire vous faites décoller plusieurs dizaines de chasseurs, quasiment l'intégralité de votre flotte ravitailleur, et vous simulez un rayon d'action, des pays qui sont capables de faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Et lorsque, là on parle de nucléaire, mais lorsqu'on fait des raids conventionnels à long rayon d'action, celui qu'on avait fait en 2018 par exemple, on s'appuie sur ce savoir-faire. Savoir-faire, il faut des années, il faut 10 ans pour former un pilote de chasse, niveau mission commandeur, en mesure de conduire de tels raids. Et donc là, qu'est-ce que nous montre ce qui se passe en Ukraine? La situation a changé, mais elle a changé comme ça finalement. C'est qu'il ne faut pas être surpris, il faut avoir un coup d'avance, il faut y avoir réfléchi. Et donc nous avons la chance en France, et là je parle aussi au nom de mes camarades de la Marine nationale, de l'armée de terre, de nous entraîner dans le haut du spectre. Depuis tout petit, on s'entraîne en imaginant qu'on n'arrive pas à la supériorité aérienne, on doit aller la chercher, etc. On va en basse altitude, on s'entraîne à très basse hauteur, très grande vitesse, quelle que soit la météo, jour, nuit, etc. Des pays qui ont cette capacité, il n'y en a pas beaucoup. Mais si nous baissons la garde, qu'est-ce qui se passe? C'est 1940, nous n'étions pas assez préparés, où nos matériels sont arrivés trop tard. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des matériels, aujourd'hui, en nombre encore un peu limité, mais qui sont d'une qualité inégalée dans l'histoire de nos inventaires. Et que ce soit la dissuasion ou la police du ciel, hein, je vous rappelle que donc depuis Lyon est contrôlée la mission de police du ciel, la SAR aussi. La SAR, pardon. À tout moment, vous êtes pilote privé, vous avez un accident, l'hélicoptère SAR viendra vous chercher et il sera contrôlé depuis Lyon-Montverdun. Ou si un avion ne répond plus à la radio, on ne sait pas, est-ce qu'il y a une suspicion de détournement, le 11 septembre, c'est contrôlé depuis Lyon-Montverdun et on est le pays qui a la police du ciel la plus robuste en France. Pourquoi? Pas pour montrer les muscles, pas du tout, hein. C'est parce qu'on est à la croisée des voies aériennes stratégiques en Europe. Et donc c'est une nécessité. Donc ça, c'est un travail de tous les instants. Et évidemment, avec ce qu'on voit en Ukraine et le durcissement de la situation, il faut qu'on soit prêt à faire face à toutes les situations. Aujourd'hui, nous avons la chance
d'avoir le champ, le spectre le plus large possible. Et on se doit d'avoir ce coup d'avance, donc d'étudier comment les modes opératoires de nos potentiels adversaires, compétiteurs adversaires, pour pouvoir y faire face. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un peu le rôle du CESA, mais aux côtés de tous les autres partenaires, acteurs, qu'ils soient dans l'armée de l'air comme dans le monde civil, puisque la résilience, c'est une pièce de puzzle essentielle si demain on doit faire la guerre et on doit durer. Je me permets une petite parenthèse sur la SAR, on vient d'en parler au Mont-Verdun juste à côté, enfin pas très loin de Bron à vol d'oiseau. Vous avez plus de 3000 interventions par an, je crois. Et sur ces 3000, il y a 3-4% qui sont réels. À tous les pilotes privés qui ont des balises d'urgence, attention quand vous changez les piles, quand vous les faites de la maintenance, quand elles se déclenchent, appelez la SAR pour dire que c'est une fausse alerte. La SAR, la recherche et sauvetage. Hein. Ouais. Exactement. Le centre de coordination de sauvetage de CCS est effectivement à Lyon-Mont-Verdun. Nous, le principe, que ce soit dans la police du ciel ou en SAR, c'est le même. Lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on lève le doute, donc on va intervenir. Voilà. Voilà, après, je me doute que les gens ne font pas exprès, mais il faut qu'ils sachent que c'est leur argent, hein, c'est notre argent de contribuable lorsqu'on engage pour rien. Et surtout, lorsqu'on engage un moyen à droite, il ne sera pas à gauche lorsqu'on a potentiellement besoin de lui. Alors, il faut être vigilant, mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. On a des pilotes, même dans les aéroclubs, qui sont très bien formés.